Il y a un phénomène que personne n'évoque lorsque l'on parle de productivité avec l'intelligence artificielle. Ce phénomène, je ne l'ai jamais entendu ni chez les vendeurs de formation qui veulent vous faire maîtriser l'IA, ni chez les consultants en transformation digitale qui vous promettent une productivité inespérée de x10, ni même chez les journalistes qui chaque matin parlent de l'IA avec d'ailleurs une naïveté déconcertante. Alors écoutez-moi bien. L'intégration de l'intelligence artificielle dans les flux de travail est trop souvent perçue, malheureusement à tort, comme une promesse de libération temporelle. L'illusion organisationnelle suggère en effet que si l'IA multiplie la vitesse par 10, l'humain gagne en retour 9 potentielles unités de repos. Mais sur le terrain, je constate une réalité radicalement différente, voire complètement opposée. Dans les faits, l'augmentation de la productivité crée in fine une pression systémique qui accroît le volume global des livrables. L'espace libéré ne devient pas du temps libre, mais un vide que l'organisation s'empresse de combler par de nouvelles exigences, transformant ainsi le gain d'efficacité en une intensification immédiate de la charge de travail. Un des effets systémiques notables que l'on constate est que le déploiement de l'IA redéfinit le levier négocié initialement entre un employeur et son salarié. Alors, pour comprendre ce qui se joue ici, nous allons nous appuyer sur le ratio salaire sur temps travaillé. Par convention, un salarié est rémunéré sur la base d'un taux horaire. D'ailleurs, dans un précédent opus, je déclarais que selon moi, l'IA allait rendre obsolète que la valeur se mesure au temps qui lui est alloué. Et je vais à nouveau vous en faire la démonstration. Reprenons donc l'analyse sous l'angle contractuel qui lie un salarié à son employeur via des heures personnelles qui lui sont mises à disposition. Dans la plupart du temps, la productivité liée à l'adoption de l'IA n'entraîne pas de renégociation du salaire. Le salaire reste donc généralement fixe et le seul levier du salarié repose sur son temps alloué dans la réalisation d'une tâche. Ce faisant, l'adoption de l'IA dans l'entreprise laisse apparaître deux scénarios possibles. Dans le premier scénario, la valeur ajoutée est capturée totalement par l'organisation. Les bénéfices de productivité engendrés par l'IA poussent l'employeur à exiger que l'employé maintienne ses 8 heures de présence tout en l'obligeant à produire à un rythme très largement majoré. Dans ce cas, l'organisation capture 100% de la valeur supplémentaire et encourt le risque d'assécher les ressources cognitives du collaborateur en le rapprochant de ses points de rupture. Pour le deuxième scénario, c'est cette fois-ci l'employé qui capture la valeur. L'employé utilise l'IA pour accomplir ses tâches en 2 heures au lieu de 10 et consacre le reste au repos ou à des tâches plus distractives. S'il préserve sa santé au niveau individuel, il s'expose, lui et son entreprise, à une obsolescence compétitive immédiate face à des pairs ou des entreprises rivales qui utilisent l'IA pour surproduire massivement. Et à l'instar du personnage de Colin Robinson dans la série What We Do in the Shadows, nous pouvons craindre que l'adoption de l'IA dans les organisations va agir comme un empire énergétique discret. Car contrairement aux outils passifs, nous allons voir que l'interaction avec l'IA majore largement l'utilisation des ressources cognitives en raison d'un besoin de vigilance constante. Et voici comment. Ce n'est pas la difficulté de la tâche qui épuise, mais la nécessité de rester connecté au flux de la machine à laquelle nous avons délégué l'opérationnel et sur laquelle nous portons une attention particulière à la conformité de son déroulement et à la qualité de ses livrables. Cette accélération modifie la nature même de nos responsabilités, nous poussant vers une expansion imperceptible des tâches où chaque gain de temps est immédiatement réinvesti dans une complexité accrue. Utiliser l'IA sans réflexion stratégique expose donc au risque d'abaisser artificiellement les exigences de compétences. Les organisations, croyant que l'outil prend en charge la majeure partie du processus opérationnel, transforment les professionnels en omnitravailleurs censés être en capacité de tout gérer seuls. Si cette polyvalence semble au premier regard valorisante, elle a la fâcheuse tendance à diluer l'expertise en profondeur. Car n'oublions pas que celle-ci repose initialement sur la spécialisation et l'exclusivité. Rappelez-vous que l'on devient expert en se concentrant pleinement à un domaine et en évitant d'être dispersé dans tous les sens. Car vouloir être expert de tout est le meilleur moyen pour finalement être expert de rien du tout. C'est ce que le phénomène de vibe coding illustre parfaitement. Il s'agit ici de piloter des systèmes techniques complexes par le simple langage naturel via des prompts adressés à l'IA.
Des non-experts se retrouvent ainsi à intervenir sur des domaines critiques comme l'infrastructure, l'architecture logicielle ou encore les stratégies des interfaces utilisateurs, dont ils ne maîtrisent pas pour autant les prérequis, obligeant même parfois les véritables experts à intervenir et à ne plus travailler en profondeur, mais à superviser massivement ce que les non-experts ont produit avec l'IA, corrigeant des erreurs qu'ils n'auraient pas eu à traiter auparavant. L'outil, censé alléger le travail, crée en réalité une charge nouvelle et fragilise les compétences fondamentales. Par ailleurs, dans un monde de travail traditionnel, l'activité repose principalement sur l'exécution manuelle et l'écriture linéaire. La charge mentale y est prévisible et rythmée. Le volume de production reste limité et demeure toujours centré sur le contenu. L'expert y conserve une maîtrise totale de son flux de travail. En revanche, dans un mode assisté par l'intelligence artificielle, le rôle évolue vers davantage de supervision, de correction, voire vers ce qui pourrait se comparer à une forme de coaching. Le volume de production est massif et potentiellement illimité. Toutefois, cette transformation a un coût car comme la charge mentale devient discontinue, elle engendre de ce fait une vigilance accrue. Quant à l'expert, il n'est pas épargné non plus car son rythme de travail ralentit d'environ 20%. En raison du temps consacré au cycle de relecture. L'expertise est donc paradoxalement pénalisée. Une étude d'ailleurs démontre que sur des bases de code complexes, les développeurs chevronnés sont 20% plus lents avec un usage de l'IA non agentique. Le cycle cognitif de relecture, de vérification et de correction d'un code qu'ils n'ont pas écrit est plus épuisant et chronophage que la création originale. On constate également un effacement de la frontière travail-repos. En effet, la facilité de prompter transforme les pauses naturelles, comme le déjeuner ou encore les attentes de chargement, en micro-opportunités de travail. Le travail devient alors ambiant et permanent. On peut retrouver la caractérisation de ce phénomène dans la vie de tous les jours, comme par exemple envoyer un dernier prompt avant de quitter son bureau. C'est rapide, ça semble pratique et anodin, mais ne vous y trompez pas. Il ne s'agit pas d'un gain de temps, c'est une extension de la vigilance qui élimine un mécanisme de survie psychologique essentiel que l'on nomme la pause cognitive. Et c'est avec la disparition des pauses cognitives que se joue justement le coût de la haute intensité permanente. L'automatisation des tâches simples et répétitives supprime les régulateurs naturels de l'énergie mentale. En éliminant le travail facile, nous condamnons le cerveau à une performance de haut niveau ininterrompue. Un régime pour lequel il n'est pas biologiquement conçu. Imaginez votre matinée type en 2026. Plus besoin de trier manuellement 80 emails, l'IA les classe, répond au plus simple et rédige des brouillons standards. Plus besoin de faire des tableaux croisés dynamiques interminables, Copilot ou un agent les génère en 12 secondes. Plus de copier-coller de données entre 3 outils, tout est maintenant automatisé. Avec toute cette délégation des tâches, vous pensez avoir obtenu un gain de temps énorme. Et en théorie, c'est vrai. Mais regardez votre agenda. Au lieu de respirer entre 2 tâches, que l'on va qualifier d'ingrates, vous enchaînez directement 8 heures par jour de tâches à haute intensité décisionnelle, sans les micro-pauses que représentaient autrefois les tâches routinières. C'est exactement ce phénomène imperceptible mais fondamental que l'on aborde très peu dans le débat sur la délégation à l'IA. C'est-à-dire la disparition, pourtant nécessaire, des pauses cognitives naturelles. Alors comprenez bien que ces moments de faible charge mentale, comme trier, classer, formater ou encore recopier, n'étaient pas forcément du temps gâché. C'était en quelque sorte des soupapes de décompression neuronale. Si l'on se réfère à la littérature, le cerveau humain ne peut pas maintenir un niveau de décision critique ou de résolution de problèmes complexes au-delà d'un total de 3 à 4 heures par jour. Avec l'arrivée de l'IA couplée à un dirigeant biberonné au lean management, le risque est grand de tomber dans une intensification mortifère qui va non seulement saturer les capacités de traitement de l'information, mais aussi déstabiliser l'équilibre homéostatique par des boucles dopamine-adrénaline incessantes, et qui se soldera par le déclenchement d'hémorragie des ressources attentionnelles en raison du multitâche constant. Alors, j'insiste encore pour vous dire que les tâches simples sont absolument nécessaires. Le cerveau humain fonctionne en cycle d'attention focalisée, pendant environ 90 minutes, entrecoupé de phases de récupération comme le vagabondage mental ou encore la bascule de notre cerveau en ce que l'on appelle le mode diffus. Ce dernier étant d'ailleurs essentiel pour consolider nos apprentissages.
De plus, les tâches répétitives et prévisibles activent le DMN par intermittence. Le DMN est en quelque sorte la modalité de réseau par défaut de notre système cognitif. C'est pendant le tri d'emails, la mise en page d'une diapositive ou encore le remplissage d'un CRM que surgissent bien souvent nos meilleures idées. Par ailleurs, des études récentes datant de 2025 et 2026 montrent que supprimer totalement ces tâches de basse intensité laisse le cerveau en mode haute vigilance continue, entraînant une augmentation de la charge allostatique que l'on pourrait caractériser comme une usure physiologique liée au stress chronique. Pour vous faire une analogie de ce qui est en jeu, c'est un peu comme courir un marathon en ne faisant que des sprints. Et le résultat est que le corps s'effondre bien avant la ligne d'arrivée. Alors si vous en doutez, je vous invite à chausser vos baskets et à tenter l'expérience. Il est donc essentiel de comprendre que si vous ne respectez pas votre cerveau, les conséquences physiologiques ne se feront pas attendre. Élévation prolongée du cortisol, réduction de la dopamine et mise en veille du circuit de la récompense, ou encore un épuisement des réserves de glucose dans le cortex préfrontal. On constate également une augmentation de la variabilité cardiaque dégradée, des troubles du sommeil avec des ruminations nocturnes sur les décisions non digérées et finalement des hausses des arrêts maladie liés au stress mental. D'ailleurs, les conséquences d'une journée 100% haute intensité sont très documentées en gravité et en temporalité. Sans alternance de tâches simples et complexes, le cortex préfrontal s'épuise et dès 15 heures, les décisions deviennent plus impulsives, plus conservatrices ou encore plus risquées avec des biais cognitifs amplifiés. D'ailleurs, une étude récente de Harvard lie directement ces symptômes dans l'épuisement mental lié à l'IA, avec plus d'erreurs et davantage de lenteur décisionnelle en fin de journée. On constate également que sans micro-récupération, la fatigue cognitive s'accumule linéairement. Les signaux d'alerte, comme l'irritabilité, la sensation de brouillard mental ou encore l'aversion pour les tâches complexes, apparaissent 30 à 50% plus tôt que dans un contexte de tâches multimodales. Plusieurs publications de 2026 parlent d'ailleurs explicitement d'intensification cognitive liée à l'IA et concluent que les gens ne travaillent pas moins mais travaillent plus densément. On peut constater encore que les meilleures idées de créativité naissent souvent pendant les moments de faible charge, comme la marche, la douche ou dans un cadre plus corporate avec le tri administratif. Supprimer ces fenêtres de repos relatifs va déboucher vers moins d'incubation inconsciente. Des chercheurs parlent même de la disparition des pensées créatrices dans l'ère de la post-automatisation totale. Et puis enfin, ce que l'on pourrait voir comme une ironie du sort. La plupart du temps, on automatise pour réduire les erreurs humaines sur le bas niveau. Mais comme il n'y a jamais de repas gratuit, on augmente paradoxalement les erreurs sur le haut niveau par épuisement. D'ailleurs, le phénomène est palpable dans des manifestations comme ce que certains nomment les attaques de sieste. Alors ne vous y trompez pas, ce n'est pas une simple fatigue, mais un véritable crash physiologique du système nerveux après des sessions de haute intensité. En gros, c'est le signal d'alarme d'un cerveau qui ne peut plus traiter le flux auquel il est exposé. Après avoir égrené les conséquences fâcheuses, il est maintenant temps de se rendre à une évidence. L'illusion que la vitesse de l'IA équivaut à la productivité humaine est un échec stratégique qui va avoir des conséquences et des risques systémiques au sein de l'organisation. Un personnel en état de fatigue chronique ne produit pas de la valeur, il accumule de la dette décisionnelle. Les dirigeants qui intègrent l'IA doivent prendre en compte et identifier ces symptômes de burn-out qu'on va qualifier de 2.0, qui vont s'exprimer via 3 caractéristiques majeures. Tout d'abord, une hémorragie de la créativité, car un esprit saturé n'a plus d'espace pour la pensée incidente, c'est-à-dire l'idée qui surgit hors du contexte. On retrouve également une érosion de la qualité qui est due au fait que la surveillance superficielle de l'IA conduit à des erreurs de jugement stratégique. Enfin, il va falloir prendre à sa juste mesure la rotation des talents. En effet, le départ des experts qui refusent la culture de l'extraction n'est pas une situation sans conséquence pour une entreprise. J'aimerais maintenant préciser un autre aspect sur l'intégration pratique de l'IA en entreprise. Le marché de l'IA est en pleine croissance, ce qui sous-entend que le niveau de maturité n'en est qu'au début. Il n'y a qu'à voir les avancées quasi hebdomadaires en la matière. Les dirigeants qui intègrent l'IA dans leur processus font donc partie des utilisateurs précoces. Et lorsque je parle de l'intégration de l'IA, je ne parle pas de l'usage de ChatGPT pour rédiger un email qui relève d'ailleurs plus du gadget que de l'avantage concurrentiel. Non, soyons sérieux. Je parle ici d'intégrer l'IA
comme une entité collaboratrice allouée à certaines tâches et qui exprime un gain substantiel qui crée une différence avec ceux qui n'y ont pas recours. Avec ce cadrage, je permets ainsi d'éliminer une grande partie des entreprises qui prétendent avoir intégré l'IA. Bref, le cercle restreint des entreprises françaises ayant adopté l'IA, concrètement, héberge souvent des fondateurs très impliqués en temps et en ressources dont les standards sont irréalistes pour la moyenne de leurs collaborateurs. Le risque majeur pour ces dirigeants est qu'ils pourraient calquer leurs attentes sur ces exceptions et transformer ainsi leur entreprise en une machine à brouiller privilégiant le volume au détriment de la robustesse des systèmes. D'ailleurs, lorsque l'on fait des observations en fonction des statuts, on constate que les impacts ne sont pas les mêmes. Pour les salariés en entreprise, il y a un risque de surexploitation. Si l'employeur y voit d'abord un gain avec plus de productivité apparente et des cadences majorées, à moyen terme, il y a un risque d'une augmentation de turnover de 15 à 20% selon certaines études. On encourt également le risque d'une forme d'absentéisme psychologique ou encore une baisse de la qualité des livrables stratégiques. Mais il y a pire, les entreprises qui empilent les agents IA sans repenser les processus créent une surcharge de supervision, ce qui conduit certains collaborateurs à passer davantage de temps à vérifier ou corriger l'IA au lieu de penser et d'être une force de réflexion créatrice. Les managers et les cadres dirigeants sont les plus exposés. Leur journée était déjà faite de 70 à 80% de décisions. L'IA, en levant les 20 à 30% de tâches tampons, les fait basculer à présent de 95 voire 100% de haute tension. C'est un risque majeur de burn-out de la décision où celle-ci devient de moins bonne qualité et dégrade la santé mentale. Les indépendants, freelance ou encore entrepreneurs n'ont eux aucun filet de sécurité RH. Ils automatisent massivement, parfois pour survivre, et ils se retrouvent seuls face à 8 à 10 heures de décision critique sans aucun collègue pour décharger émotionnellement. Les conséquences à cela sont une solitude cognitive combinée à de l'épuisement, s'ajoutant un risque de mauvais choix stratégiques qui menacent directement leurs activités, comme par exemple une mauvaise évaluation d'un devis ou encore un mauvais client accepté par fatigue. Alors comprenons-nous bien, la solution ne réside pas dans le rejet de l'IA bien entendu, mais dans une pratique responsable de l'IA avec un ensemble de normes défensives visant à protéger le capital cognitif. Dans un environnement assisté par IA, la productivité doit être redéfinie par la densité du jugement plutôt que par le volume des livrables. Une journée de 3 à 4 heures de haute intensité assistée et complétée par de l'oisiveté créative produit des systèmes plus fiables que 8 heures de supervision épuisante. Je fais d'ailleurs un petit clin d'œil au gourou du lean management en disant que c'est une erreur stratégique de considérer l'oisiveté comme du temps perdu. Il faut comprendre que c'est la phase nécessaire et active du traitement des problèmes complexes. Les 3 piliers de la résilience stratégique tiennent donc dans des pauses intentionnelles avec des arrêts obligatoires avant chaque décision majeure. En outre, on pourra forcer un contre-argument humain pour briser le biais d'automatisation. Ensuite, on aura recours à du séquençage, en regroupant les notifications et en mettant en place des protections absolues afin de conserver des fenêtres de concentration profonde pour limiter les changements de contexte coûteux. Vous n'imaginez pas ce que ces petits changements que l'on considère comme anodins voire nécessaires entraînent comme coût financier et personnel à une entreprise. Et je peux vous assurer que c'est énorme. Le 3e pilier de résilience se caractérise par l'ancrage humain. Cela consiste à sanctuariser des espaces de dialogue non médiatisés par la technologie. Toucher de l'herbe ou marcher au centre commercial sans écran n'est pas un cliché. C'est un impératif biologique pour restaurer la perspective et la créativité. L'IA n'est donc pas le problème. C'est la façon dont on l'intègre sans se préoccuper de nos rythmes naturels qui l'est. Je ne peux que vous inviter de sortir du schéma uniquement quantitatif et de déléguer toujours plus. Envisagez dès à présent de déléguer intelligemment en gardant ou en recréant des soupapes cognitives pour que le cerveau reste performant sur le long terme. Pour conclure, je dirais que l'IA va nous rendre infiniment plus productifs, à condition qu'on n'oublie pas que le cerveau humain n'est pas un processeur qui peut tourner à 100% pendant 8 heures sans risque de plantage. Alors si vous êtes dirigeant, votre mission est de redéfinir la valeur. Elle ne tient plus dans la ligne de code ou le document produit, dont le coût marginal tend d'ailleurs plutôt vers le zéro, mais dans la justesse de la réflexion, la robustesse et la valeur apportée du système final.
Diriger à l'ère de l'IA, c'est avoir le courage de réduire la cadence pour garantir que l'accélération technologique ne se transforme pas en un crash humain et organisationnel. Si ce contenu vous a plu, vous pouvez soutenir mon travail par un like, un commentaire ou en vous abonnant à cette chaîne. L'objectif des épisodes de celle-ci est de vous donner des grilles de lecture stratégiques, des outils d'analyse, des cadres méthodologiques, de l'outillage intellectuel pour orchestrer votre propre transformation face aux nouveaux enjeux impulsés par l'IA, de l'exécutant à l'orchestrateur. Ma certitude, forgée par 25 ans d'immersion dans ces systèmes, est que cette bascule s'opère actuellement et n'attend pas votre consentement. Elle obéit à une dynamique que nous pouvons prévoir et au sein de laquelle nous pouvons déterminer notre trajectoire.